Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF. Ce matin, alors que l'année 2018 a été la moins meurtrière sur les routes de France, alors que la limitation à 80 km/h sur les départementales continue de susciter l'hostilité, alors que le chef de l'État comme le chef du gouvernement semblent ne plus trop savoir s'il faut ou pas s'accrocher à cette mesure, notre grand invité ce matin est le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Bonjour. Bonjour. Vous occupez ce poste depuis bientôt 4 ans et une telle longévité, je crois, est plutôt rare dans la profession. Magistrat de formation, vous avez été auparavant conseiller diplomatique au ministère de l'Intérieur. Alors avec vous, on va largement revenir sur ces fameux 80 km/h, dont l'hostilité est une des raisons à l'origine de la mobilisation des Gilets jaunes. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur la proche actualité, et particulièrement à la journée d'hier, qui a vu se mobiliser les auto-écoles. Elles redoutent que la réforme du permis de conduire qu'on nous annonce et les promesses d'un permis moins cher nous conduisent à un permis de conduire au rabais, préjudiciable à la sécurité et à leur profession, et qui ne bénéficierait qu'aux enseignes aux lignes et à quelques officines peu scrupuleuses. Alors pouvez-vous les rassurer ? Le rapport de Madame Dumas, qui avait été commencé avec Monsieur Guérini, est un travail qui est très sérieux, très complet. On peut dire qu'ils ont rencontré vraiment tous les interlocuteurs et ils ont fait un panorama actuel des choses. Les craintes exprimées par les auto-écoles hier sont connues, elles sont anciennes. Il faut savoir que le marché des écoles en ligne est pour l'instant un petit marché, c'est-à-dire qu'en flux, ça représente assez peu de candidats. En revanche, en volume, en flux, ça augmente. C'est-à-dire que vous en êtes toujours plus. Après, c'est des questions qui sont extrêmement complexes, qui sont liées à toute une série de facteurs. Et pour l'instant, c'est un rapport parlementaire et le gouvernement devra faire des choix. Et je suis certain qu'il y aura le souci quand même de garder l'ensemble des équilibres. Alors, je peut-être vous donne l'impression de parler langue de bois, mais il y a beaucoup d'équilibres à trouver et c'est pas simple. Voilà. Comment on fait, Emmanuel Barbe, pour faire baisser le prix du permis de conduire sans rogner sur la qualité ? Alors, certainement, il y a un premier point sur le prix du permis de conduire, c'est que ça varie en fonction des talents de l'élève. C'est ce qui est le plus difficile souvent à entendre pour les parents. Ensuite, il y a un incontournable, c'est le niveau du permis de conduire qui est fixé par une directive européenne. Et c'est pas pour défausser sur l'Europe, mais c'est parce que conduire, c'est un droit tout à fait particulier. Donc, de toute façon, il y a un incontournable. Globalement, un jeune met 35 heures pour apprendre à conduire. Et c'est là que se situe le gros du coût. Je pense que la seule solution, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur, quand il s'engage dans l'apprentissage de la conduite, il sache exactement où il va, que les prix soient clairs. Et c'est cette clarté, cette transparence, cette protection du consommateur qui assurera la qualité et la qualité de la concurrence également. Est-ce qu'on peut dire que la formation qui est diffusée actuellement, dispensée actuellement dans les auto-écoles est de qualité ? Est-ce qu'elle prépare sérieusement à bien conduire dans notre pays ? Parce qu'il n'y a pas des choses qu'on n'apprend pas et qu'on devrait apprendre. Je pense en particulier à comment réagir en situation de dérapage, en situation grave. Moi, je trouve que ceux qui passent le permis de conduire conduisent bien. Et je suis allé personnellement... Sur les vieux comme nous qui conduisent moins bien, c'est ça ? Non, je pense d'ailleurs, je n'ai aucune raison de penser que vous conduisez mal. Je crois que le vrai critère pour savoir si on conduit bien, c'est finalement est-ce qu'on a des accidents et est-ce qu'on commet des imprudences. Et globalement, les Français ont beaucoup progressé depuis de nombreuses années. Non, je crois que le vrai point, c'est qu'au bout d'un moment, la technique de conduire, c'est une chose et ceux qui sortent avec le permis de conduire conduisent bien. Le vrai point, c'est de garder cette bonne attitude et finalement de ne pas tester le risque. Parce que c'est quoi la caractéristique d'un risque ? C'est qu'assez souvent, il ne produit rien. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un risque et finalement, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de problème. Et c'est là qu'il y a un travail continu à faire pour que chacun se responsabilise non pas sur les règles finalement, mais sur le comportement globalement. Et il faut de la formation continue. On parle beaucoup du permis pour les seniors en ce moment, qui ont une accident, peut-être un peu plus d'accidents que le reste de la population. La formation continue, d'abord, elle existe, c'est le système du permis à points. C'est-à-dire que si vous perdez trop de points... Mais ça, il faut perdre des points, voilà. Oui, mais donc ça veut dire aussi qu'on applique la formation continue à qui en a besoin. C'est quand même un peu le fondement de ça. Si vous conduisez parfaitement, que vous n'avez jamais de problème et d'accident, est-ce que je suis obligé d'aller vous ennuyer à faire de la formation ? Donc, le permis à points, déjà, c'est à peu près 300 000 personnes tous les ans qui vont, qu'ils le veuillent ou non, faire des cours. Et c'est des cours d'attitude, en définitive. C'est pas de réapprendre le sens des panneaux, ça, c'est pas trop le problème. Vous évoquiez évidemment la question
question des personnes âgées. C'est une question qui est délicate, mais un peu par provocation, je vous dirais que s'il y avait une catégorie à laquelle il faudrait interdire de conduire au vu de ses résultats en accidentalité, c'est plutôt les jeunes. Donc vous voyez bien que le problème n'est pas là, et il faut que tout le monde puisse conduire. En fait, on a alors besoin justement, de la puisqu'on parle des jeunes, ce rapport parlementaire dont vous faisiez allusion tout à l'heure, il propose également d'intégrer le permis de conduire au sein du futur service national universel et même de le faire passer à des jeunes de 17 ans. Est-ce que ce sont de bonnes solutions pour vous ? Alors, à partir du moment où il y aura un service national universel qui sera obligatoire, c'est vrai qu'arriver à y inclure le plus possible l'enseignement de la conduite me semble une très très bonne idée, parce que c'est indispensable de conduire aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, peut-être pas à Paris, mais dans beaucoup d'endroits. Et du coup, ça sera aussi une clé pour faire baisser le prix du permis de conduire. Et j'ajoute, tout en s'appuyant finalement sur les auto-écoles. Donc c'est un point important. Pour le reste, faire conduire des jeunes à 17 ans, dans le rapport, ce sont ceux qui ont fait la conduite accompagnée, qui sont des jeunes en général qui sont mûrs, qui ont un très bon taux de réussite au permis de conduire. Moi, je pense qu'il faut un tout petit peu expertiser si ça présentait un risque. Il semble qu'on le fasse au Royaume-Uni et à ma connaissance, il n'y a pas de problème particulier. Moi, je trouve qu'il faut avoir confiance dans les jeunes et je suis certain qu'ils seront capables d'être dignes de la confiance qu'on met en eux. Emmanuel Barbe, il y a un mois, vous avez publié le bilan annuel de la sécurité routière pour l'année 2018. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur nos routes. Alors, est-ce que c'est grâce aux 80 km/h ? Alors, la première chose, c'est quand vous dites qu'il n'y a jamais eu aussi peu de morts. C'est vrai, mais c'est le bilan le moins meurtrier. Il y a encore quand même beaucoup trop de morts. Est-ce que c'est lié au 80 ? Incontestablement. C'est-à-dire qu'on a eu au deuxième semestre ce qu'on estime à peu près 116 vies épargnées. Alors c'est une estimation, elle sera peut-être corrigée. Et par ailleurs, parce qu'il y a eu la mesure 80 annoncée début janvier, ça a fait qu'on a parlé beaucoup de sécurité routière. Et ça joue beaucoup. Et je dois vous dire que je suis très fasciné par l'énergie que je vois à contester une chose assez évidente, c'est que si on baisse les vitesses de tout le monde, il y a moins de morts. Indépendamment du fait, ça me semble assez logique, c'est en réalité... C'est la vitesse qui tue sur la route essentiellement ? Alors, en fait, il y a une règle pratiquement mathématique qui a été modélisée par des scientifiques, c'est que si vous baissez la vitesse moyenne pratiquée sur un réseau, vous baissez le nombre d'accidents. Et c'est même tellement évident que c'est modélisé, c'est-à-dire 1% de baisse de la vitesse égale 4% de baisse des morts. On a fait baisser, grâce à la mesure 80, les vitesses en moyenne d'un peu moins de 4 km/h. Et donc, ça a entraîné une baisse du nombre des morts sur nos routes, qui malheureusement a été tempérée à partir du mois de novembre par un mouvement sans précédent de dégradation et de destruction des radars, et qui s'observe véritablement dans les courbes sur la baisse de la baisse, c'est-à-dire sur le réseau concerné. À un moment, on voit parfaitement, le 15 novembre, la courbe qui remonte. Et, ça a un coût, ces dégradations de radars ? D'abord, le coût, il est humain. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime que c'est 60 personnes dont la vie n'a pas été sauvée par l'effet de la mesure 80. Ensuite, le coût financier pour la collectivité, il va s'élever probablement à 500 millions d'euros. 500 millions d'euros ? Et oui, parce que il faut bien comprendre que quand un radar est dégradé, d'abord, il faut le remplacer. Donc, il y en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros de réparation de ces dégradations. Et puis ensuite, quand on commet des amendes, quand on commet des infractions, on paye des amendes et c'est une baisse de revenus. Alors, je vois tout de suite ce qu'on va dire là-dessus. Ah, vous faites ça pour l'argent, etc. Mais si je dois compter le préjudice, c'est évidemment un préjudice. Il faut savoir que 92% de cet argent va à la sécurité routière et singulièrement dans la construction des routes. Emmanuel Barbe, j'ai lu quelque part 60% de ces appareils auraient été vandalisés. Vous confirmez ? Nous confirmons aucun chiffre. C'est une politique constante que nous avons adoptée pour éviter les effets de surenchère. En tout cas, oui, il y a beaucoup de radars qui sont abîmés. C'est affligeant. Mais est-ce que vous comprenez que cette réforme des 80 km/h ait provoqué autant de passion, voire même de haine, hein, je pense aux attaques odieuses dont fait l'objet Chantal Pré-Richon, la présidente de la Ligue contre la violence routière ? Alors, la sécurité routière, ça a toujours été un sujet de passion, mais moi, je voudrais juste poser une question. Lorsqu'on a publié les résultats, on a aussi publié une étude du CEREMA, qui est un centre de recherche du ministère des Transports indépendant, qui a démontré que donc on a dressé 300 itinéraires typiques, qui représentent un trajet pendulaire. Pour aller au travail, en revenir 40 km, 70% environ de routes passées à 80. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que vous avez 70% de ces trajets pour lesquels vous avez une augmentation
fondamentale, en termes de perte de temps, fondamentale. C'est 1 seconde par kilomètre. Voilà. On perd 1 seconde par kilomètre. Et vous avez 34% des trajets pour lesquels vous gagnez entre 1 à 2 secondes au kilomètre. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, pour des tas de raisons, le passage au 80 ne change pas la vie. Donc ce que je veux dire, moi, je ne fais pas de politique, mais je voudrais juste en appeler un tout petit peu à une seule question fondamentale. Si on peut gagner des vies, et c'est le cas, et si dans le même temps, parce qu'il y a des réductions de vitesse à droite, à gauche, parce qu'il y a des centres-villes, parce qu'on roule à 30 dans les centres-villes de partout en France, etc., eh bien, franchement, est-ce que tout cela vaut la peine de toutes ces passions vu qu'on ne perd pas de temps, en fait, pour faire simple. Voilà. Et en même temps, le président de la République, le 15 janvier dernier, à Grande-Bourtéroule, dans Normandie, il déclarait aux élus locaux il n'y a pas de dogme à propos de ces 80 km/h. Donc, est-ce qu'on est en train de détricoter bientôt cette réforme et d'en finir avec le 80 km/h ? Vous l'avez compris, moi, je suis un haut fonctionnaire. Il y a dans une politique publique beaucoup d'éléments qui sont d'une autre nature et qu'il faut respecter aussi. Donc vous ne commenterez pas la mise en place de cette réforme ? Non, ce que j'essaye juste de dire, c'est que l'acceptabilité d'une réforme en matière de sécurité routière, c'est pas seulement un élément qui serait de la lâcheté politique ou quoi que ce soit. Il est important que la population puisse adhérer à une réforme. Donc le travail de quelqu'un comme moi, c'est de venir dans des radios comme la vôtre et d'essayer d'expliquer les termes scientifiques du débat. Mais vous savez, je voudrais juste vous poser une question de votre vie. Est-ce que vous avez eu une seule preuve physique et concrète que la Terre est ronde ? En définitive, non, parce que quand on voit... J'ai un cousin qui vit en Australie, je ne me dis pas qu'il pend la tête en bas. Bon. Eh bien, la baisse des vitesses, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne peut se concevoir que par une approche statistique. Et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu mon travail d'essayer d'expliquer ça. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas péché dans cette affaire par excès de centralisme ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû décentraliser un peu, laisser les élus locaux s'emparer de cette réforme et la mettre en place ? C'est ce qu'ils demandent actuellement ? Alors, c'est une bonne question, mais d'abord, les vitesses, c'est le pouvoir réglementaire. On est un pays, il faut qu'un automobiliste... Vous savez, aujourd'hui, c'est simple. Vous définissez la vitesse à laquelle vous devez rouler de l'analyse de la route. Vous êtes en ville, vous savez qu'un panneau d'entrée dans une ville, ça veut dire 50. Si vous avez passé votre code suffisamment récemment, vous devez encore vous en souvenir, mais tout le monde doit le savoir. Donc, vous êtes sur une route de campagne bidirectionnelle, c'est 80. Vous êtes sur une route rapide, c'est 110. Vous êtes sur l'autoroute, c'est 130. C'est fondamental qu'on puisse avoir la lecture de la vitesse à laquelle on doit rouler. Donc, on ne peut pas faire du cas par cas ? Ce pouvoir appartient aux élus, puisqu'ils peuvent toujours diminuer la vitesse. D'ailleurs, je note que beaucoup de ceux qui ont critiqué cela n'ont pas exercé le pouvoir qu'ils avaient de baisser les vitesses. Donc, mais que la vitesse soit fixée par le pouvoir réglementaire, celui du Premier ministre, c'est le cas depuis que le Code de la route existe, et ça obéit aussi à une nécessité de compréhensibilité, si vous me passez ce terme affreux, du réseau par les automobilistes. Emmanuel Barre, vous dites que les élus locaux peuvent diminuer la vitesse, ils ne peuvent pas la faire repasser à 90 km/h. Non. C'est ça qu'ils demandent pour certains. Oui, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'un des enjeux, indépendamment du fait qu'il faudrait s'interroger sur les questions de perte de temps, un des enjeux, c'est de savoir au bout d'un moment comment on comprend le réseau. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des fois les vitesses qui baissent, des fois les vitesses qui montent, etc. Donc il y a une vraie logique à fixer la vitesse au niveau national. Après, si on veut revenir dessus, encore une fois, je ne suis pas propriétaire de cette politique. Mais vous n'êtes pas favorable à une modulation de cette limitation qui s'adapterait plus aux variations des territoires. Je serais favorable aux choix politiques qui seront faits, ça va de soi. Encore une fois, je crois qu'on ne peut pas avoir une politique qui est en suspension. Elle doit être rattachée à l'ensemble des éléments d'une politique. Moi, par rapport à cela, il n'y a rien de honteux à ce que la question de la sécurité routière soit dans le débat public. C'est logique. Alors, on l'a dit, Emmanuel Barre, en 2018, 3259 personnes sont décédées au cours d'un accident de la route. Ce chiffre n'a jamais été aussi faible. En même temps, il y a quelques années, on rêvait de passer sous la barre des 2000 morts en 2020. C'est totalement abandonné ? Il faut garder cet objectif, parce qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on ne se fixe pas. C'est pas facile. Il faut être conscient que le trafic augmente aussi dans notre pays de façon assez constante. On n'a pas encore les chiffres pour 2018, mais c'est
plus que vraisemblable que le trafic a encore augmenté, ce qui d'ailleurs augmente la performance en termes de sécurité routière. Je crois qu'il y a évidemment dans un système où 90% des accidents sont provoqués par une faute humaine, il y a encore des marges de progression qui sont très fortes. Le 80 est une voie, mais le 9 janvier, on a adopté beaucoup de mesures pour s'attaquer aux autres causes évidemment d'accidents. Si vous voulez, la vitesse moyenne pratiquée, ça fixe l'intensité du risque, mais c'est une mesure anti-accident. Mais après, il faut lutter contre l'alcool, qui est un vrai problème dans notre pays. Un autre problème qui est en augmentation, c'est évidemment la consommation de drogue, souvent associée à l'alcool, qui est dramatique parce que ça potentialise, si vous voulez, l'incapacité à conduire. Et puis, vous avez évidemment le fléau, c'est les distracteurs que constituent les téléphones. Aujourd'hui, on est comme avec des addictions véritablement sur le téléphone, et il suffit de rouler un petit peu pour voir le nombre de personnes qui utilisent leur téléphone en conduisant, qui font des SMS, des posts, même certains regardent des vidéos. Ça va de soi qu'il faut aussi lutter contre ça. Donc il y a des mesures qui sont prévues dans la loi sur l'orientation des mobilités pour sanctionner plus durement ceux qui utilisent le téléphone au volant. Dernière question très rapidement, et l'amélioration du réseau routier, c'est pas pris en compte ? Je suis très prudent parce que j'ai déjà eu des polémiques infinies à ce sujet, mais il faut bien comprendre que le réseau a un rôle paradoxal en sécurité routière. C'était tout le débat d'ailleurs des 80. Ce qu'on a démontré par des études, c'est que c'est sur les belles routes qu'on meurt le plus parce qu'on y roule plus vite. Donc c'est fondamental d'avoir un bon réseau pour la qualité du transport, pour l'usure des véhicules, etc. Mais un réseau sur lequel on peut rouler plus vite, c'est pas forcément pour la sécurité routière très positif. Emmanuel Barbe, une dernière question très rapide. À votre poste, vous êtes quasiment averti jour par jour, heure par heure, du nombre de victimes tuées. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier que ce sont des vies qui s'envolent ainsi ? Ah, ça, je peux vous le promettre qu'on l'oublie jamais. On l'oublie jamais ? Non, on l'oublie jamais, mais c'est aussi ce qui fait que tous ceux qui travaillent pour la sécurité routière sont des passionnés parce qu'on est confronté à cette douleur en permanence. Et moi, j'oublie jamais que sous la courbe, c'est des morts. Jamais, jamais, jamais. Savez-vous que depuis 1954, c'est presque 880 000 personnes qui sont mortes ? Non, c'est impossible de l'oublier. Merci beaucoup, Emmanuel Barbe, d'avoir été notre grand invité ce matin.